Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. C'est vendredi, la fin de la semaine. Toi et moi, nous avons survécu à une autre semaine. Comme la nation ukrainienne survit actuellement à un vaste barrage contre ses infrastructures énergétiques et de chauffage, il fait négatif dans certains appartements de la capitale. Pourquoi les Ukrainiens sont-ils si déterminés face à cette pression ? J'en parle dans mon livre. Ils étaient un mystère pour moi, alors j'ai souvent visité ce pays en guerre. Maintenant, je comprends mieux et mon respect pour les Ukrainiens a grandi. Lisez le livre si ce n'est pas fait. Beaucoup de choses amusantes aujourd'hui. Parce qu'il y avait cette grande réunion à Davos, Donald Trump était là, Zelensky était là, tout le monde était là. Lors de cette réunion, Zelensky a déclaré publiquement que l'Union européenne ne faisait pas assez contre la Russie. N'est-ce pas ? Peu après ces mots, Macron, président de la France, est monté à la tribune pour faire une annonce. La marine française a arraisonné un pétrolier russe de la flotte Fantôme avec la marine britannique. Ils l'ont saisi et il est désormais dans un port français pour enquête. Il naviguait sous un faux pavillon, celui d'un autre pays. Sans assurance, il transportait 850 000 barils de pétrole sous sanction. L'Union européenne n'a ni pétrole ni gaz et doit en importer l'essentiel, ce qui nous coûte cher. Cela pourrait vraiment résoudre le problème. Capturons les pétroliers de la flotte Fantôme russe remplie de pétrole sous sanction, dont nous avons besoin. Zelensky avait donc raison. L'Europe n'en faisait pas assez, et comme je l'ai répété, il faut faire plus. Macron se lève et annonce la saisie d'un pétrolier de la flotte Fantôme russe. C'est la voie à suivre. Il a été pris dans le nord de la Russie, à Mourmansk, descendant juste entre l'Islande et le Royaume-Uni, puis le détroit de Gibraltar entre l'Espagne et le Maroc. La marine française l'a capturé. C'est magnifique et j'aimerais que cela devienne une occurrence quotidienne. 100 à 850 000 barils de ce magnifique pétrole sanctionné, j'espère vraiment qu'ils le vendront à l'Union européenne. Maintenant, nos raffineries sont dans le besoin. Nous avons aussi quelques photos, ce n'est pas grand-chose, mais il y a de quoi regarder. Nous avons 3 photos, en fait. Voici les forces spéciales qui parlent, je suppose, au capitaine de ce navire, en train de lui donner des ordres. Le pétrolier a été emmené au port français, où tous les documents des membres d'équipage sont vérifiés. C'est tout, et je doute que la Russie le récupère. Voilà ce qu'il en ressort. 2 hélicoptères, les captures de pétroliers ressemblent toujours à ça. Un hélicoptère atterrit, les forces spéciales sortent en courant. J'aimerais voir comment la Russie procède. Alors nous verrions comment les choses peuvent vraiment mal tourner. Quoi d'autre s'est passé lors de cette réunion à Davos où Trump était présent ? Zelensky. Mais regardez ça, c'est Trump qui serre la main de Boudanov. Vous ne savez pas qui est Boudanov ? Eh bien, c'est le cerveau derrière les services de renseignement ukrainiens avec Vaïssil Maliuk juste ici. C'est le cerveau de l'opération Toile d'araignée. On a Boudanov, Maliuk et Zelensky avec Trump. Une photo pour l'histoire. Je pense que Boudanov lit déjà dans l'esprit de Trump. On dit qu'il voit l'avenir. Les tweets que Trump publiera à minuit avant même de les écrire. Que disait encore Zelensky pendant cette réunion ? Un point clé concerne les chiffres, qui sont magnifiques. Je vous partage des chiffres réels. La véritable statistique, c'est 5000 tués par mois, 5000 soldats le mois dernier à la même période, donc on parle de 5. En janvier, c'était environ 14 000. La Russie n'y pense pas, mais nous le savons. Ils mobilisent contre 43 000 personnes par mois, et ils commencent à en perdre 35 000 sur ces 3. Il faut savoir qu'environ 10 à 15% s'enfuient, et il y a des blessés. Leur armée a cessé d'augmenter. C'est très important parce que nos opérateurs de drones et notre technologie de drones voient donc que c'est un mois remarquable pour les livres d'histoire. Encore une fois. Ce mois-ci, l'armée russe a cessé d'augmenter les pertes infligées par l'Ukraine avec les blessés et les soldats déserteurs de l'armée russe, 10 à 15%. L'armée reste la même. Cependant, chaque mois durant ces 4 ans de guerre, l'armée russe a légèrement grandi de quelques milliers. Pas maintenant, pas le 6 janvier. C'est encore le travail des commandants et pilotes de drones ukrainiens. Je souhaite maintenant faire venir le nouveau ministre de la Défense ukrainien. Il est jeune, efficace, une force de la nature. Le nouveau ministre de la Défense de l'Ukraine, Mikhail Fedorov, a annoncé que les forces ukrainiennes visent à tuer 50 000 soldats russes par mois.
Le mois dernier, c'était 5000. Il leur reste donc 15 000 à atteindre. Ainsi, l'armée russe ne s'agrandirait pas, mais rétrécirait. C'est le but. Depuis février 2022, les pertes russes totales atteignent environ 1,2 million de soldats, y compris les blessés. Tout cela est une excellente nouvelle pour moi, mes amis. J'ai aussi une très bonne nouvelle. J'aimerais nommer un membre mensuel, Bamiokovi. Nous n'en avons qu'un seul nouveau, mais pour cela, il est d'autant plus spécial. Bill Koiski, merci d'être revenu. Récemment, nous voyons souvent les mêmes personnes revenir. Je continuerai à citer leurs noms, car ils sont la base de cette chaîne. Merci Bill Koiski. De grands drones kamikazes ukrainiens à voilure fixe et longue portée ont frappé un port russe. Et nous avons beaucoup de vidéos à ce sujet. Nous disposons de l'image satellite, de la vidéo, de la géolocalisation et d'images de la caméra du drone. Cela a provoqué de nombreux incendies, causé de très grosses pertes pour la machine à argent russe, 50 millions de dollars par an lui ont été retirés. Regardez ça. C'est la naissance de Perth. Elle exporte du pétrole, du gaz et de l'ammoniac. Toute cette technologie est ici. Eh bien, les drones sont en train de le démanteler, un coup à la fois. C'est la deuxième explosion de drones. Maintenant, on a la troisième, Badabim, et la quatrième. On peut déjà voir les flammes. Un joli petit barbecue juste ici. Et la cinquième aussi, donc 5 drones. Voyons aussi une image satellite pour localiser précisément les frappes, car cela a déjà été fait. Je suis ravi de leur rapidité, regardez. C'est l'appontement, je ne suis pas expert, mais il y a des tours, câbles et pipelines, je suppose. C'est tout ce qu'il faut pour exporter ou décharger du pétrole, du gaz et de l'ammoniac du sol vers les navires, autrement dit, des machines très importantes, très coûteuses. Regardons ici comment les drones ukrainiens les démantèlent, en volant tranquillement autour. Sympa, sympa, un jeudi pour un barbecue. Badaboum. Oui, ces tours, des tours de pompage, je suppose que c'est ça. L'une a été touchée en deuxième, une autre en troisième, une va vers les 4 autres tours de pompage. Il y a aussi du feu entre elles et il y avait encore un drone. En fait, c'est magnifique. Voici les coordonnées, au fait. Si tu veux y aller ou regarder sur Google Maps, tu peux le faire. Et ça. De telles frappes retirent chaque année des dizaines de millions à la machine de guerre russe. Certaines vidéos de surveillance l'ont aussi capté de loin. On a toujours de nombreux angles de ces barbecues, car c'est la Russie, pour une raison quelconque. Les gens filment, les caméras aussi, tout le monde capture ces barbecues pour nous, c'est joli. Mais où cela s'est-il vraiment passé, n'est-ce pas? À côté de la Crimée, dans le kraï de Krasnodar, c'est un port sur la mer Noire et les pétroliers de la flotte fantôme russe prennent leur pétrole dans ce port, parmi beaucoup d'autres ports également. Eh bien, celui-ci ne va plus fonctionner pour eux, justement. D'ailleurs, ils n'en ont pas tant que ça. Ces postes de chargement de pétrole en mer Noire, ils en ont quelques-uns, ils en ont aussi quelques-uns plus au nord à Mourmansk, et l'Ukraine est en train de tous les démanteler. Où vont-ils exporter leur pétrole brut par voie maritime ? Alors, je ne sais pas, ça m'est égal, détruisons simplement ces ports. Et tout cela va déjà tellement vite. Je veux dire, c'est arrivé hier. Nous avons déjà des images satellites d'avant et d'après, voici avant et voici après. 2 de ces réservoirs de pétrole ont aussi complètement brûlé. En Russie, les incendies de pétrole ne sont généralement pas éteints. Ils brûlent jusqu'à épuisement du réservoir car ils sont très difficiles à maîtriser. Ils sont très chauds et la chaleur se diffuse loin. Il faut une mousse spéciale pour les éteindre, ce qu'ils n'ont souvent pas. Dans cette prochaine vidéo, nous allons regarder quelque chose que je ne montre plus vraiment sur cette chaîne, mais c'est l'un de ces tirs vus à la première personne ukrainien sur la ligne de front. C'est comme ça qu'ils obtiennent 35 000 kias ou soldats russes par mois. Mais ce soldat a choisi de faire quelque chose de spécial, méritant ainsi un passage à l'écran. Il se cache du drone ukrainien. Où ça ? Eh bien, dans un hangar rempli de fûts de carburant, c'est l'endroit parfait pour se cacher. Si tu veux partir, fais-le avec un grand barbecue de la liberté. Voyons comment ça s'est passé pour lui. Boum. Tout ce pétrole démilitarisé avec le soldat brûle entièrement.
Il n'est pas devenu du fumier pour les tournesols car il a disparu, s'étant vaporisé dans l'air. Voilà pourquoi je te montre ça. C'est un peu particulier de parler des drones et de continuer sur le même sujet ici. Nous avons 3 soldats d'une unité très spécifique de l'armée russe. Le 76e bataillon aérosol de Pskov, ou Biko en Estonie. Pourquoi un nom estonien ? C'est juste à côté de la frontière estonienne, à environ 15 km. Ils étaient aussi à Poutcha et responsables de Pusha, la 76e brigade aérosol. Voyons comment ils gèrent le drone ukrainien. 2 transportent le 3e blessé. Badaboum. C'était un monocycle. Regardez ça, une roue, une seule roue, et tout simplement comme ça. Face contre terre, ils s'enfuient. Oui, c'est fini pour eux. Pourquoi je montre ça ? Parce que c'est une unité très spéciale. Responsables des crimes de guerre à Boutcha, ils ont aussi débarqué à Hostomel. Une partie d'entre eux vient de près de la frontière estonienne. C'est l'unité russe la plus proche de la frontière avec l'Estonie. Ces gars devaient franchir la frontière estonienne car ils étaient stationnés juste à côté. Ce sont des forces d'élite. La majorité est partie en Ukraine, seuls quelques-uns restent, mais ils partent aussi, comme montré dans la vidéo. Nous sommes très heureux en Estonie que cette unité ait été décimée. Parce que c'était eux qui ont essayé de prendre notre pays, c'était leur but. Ils étaient destinés à l'Estonie et maintenant ils sont partis. Merci aux Ukrainiens d'avoir fait cela. C'est un grand service pour nous. Voici une vidéo où on les voit être pulvérisés, mais je ne peux pas la montrer car c'est trop violent. Barbecue, vous voyez ce que je veux dire. Des barbecues sanglants, mais oui. La 6e division aérosol de Pskov a été déployée à Pokrovsk, et ils sont en train d'être décimés un par un. La plupart des membres initiaux de cette unité en 22 sont partis et ont été remplacés, mais ces remplaçants sont eux aussi partis. C'est juste un mélange de personnes prises au hasard, et la qualité de cette unité a visiblement baissé, comme le montre cette vidéo. Habituellement, avec un froid extrême, le temps est clair. Il est rare d'avoir moins 20 degrés Celsius avec beaucoup de nuages ou de brouillard. Par temps très froid, le ciel est son clair, ce qui favorise les drones de reconnaissance ukrainiens. Regardez cette vidéo que nous avons eue hier pour montrer à quel point Buk, M1 et M3 sont visibles. Ce sont des systèmes de défense aérienne russes, à courte portée. La Russie en produit environ 30 à 40 chaque année, et le coût d'un seul dépasse 25 millions de dollars. À présent, les champs sont blancs de neige. On peut voir comment ce drone de reconnaissance le repère, le suit, puis guide une frappe Heimer dessus. Avec sa 100 000 balles de tungstène qui l'entourent, il a été réduit en brume rouge, en miettes. L'explosion paraît peu impressionnante car elle est très éloignée et le drone de reconnaissance bénéficie d'une vue dégagée sur plusieurs kilomètres. Mais grâce au temps clair et au froid extrême, ils ont détruit 2 systèmes russes Buk avec des High Mobility Artillery Rocket System. C'est formidable, mais malheureusement le froid a ce côté négatif. Aussi les soldats russes souffrent d'engelures et meurent parfois de froid. Mais cette vidéo précise ici montre un soldat ukrainien évacué du front, et ses bras sont tenus par les gars. Depuis la position, ses doigts ne se redressent pas. Ils se sont simplement figés comme un morceau de glace, de la glace. Les pieds aussi. C'est une image vraiment triste. Habituellement, ses doigts et pieds y sont amputés car gelés. S'ils sont rigides, ils meurent, noircissent et sont retirés. Mais cela peut aussi arriver rapidement. Voici l'apparence d'une engelure par temps négatif en Celsius. Si tu n'as pas de gants, même si tu en as mais que tu ne bouges pas assez, ou si tu ne manges pas parce que ton corps produit de la chaleur à partir de la nourriture, tu ne manges pas, tu ne bouges pas. Ça t'arrive en quelques heures, donc ça peut aller très vite, et tu dois passer des semaines dans cette position. Donc c'est très courant, malheureusement, des 2 côtés en ce moment. Maintenant, allons dans l'une des villes de Russie, où une voisine, une fille ou une femme filme son voisin, qui est dans la cour arrière d'un immeuble. Panelka. Regarde le parking, les voitures, c'est une Panelka, non ? Une Brejnevka. Ce gars-là creuse une tranchée. Regarde, qu'est-ce qui ne va pas ? Notre voisin, il s'est coincé dans une tranchée et il reste là, paranoïaque.
Les médecins sont arrivés, ont haussé les épaules et sont repartis. Non, je ne me moque pas de ça. C'est un trouble de stress post-traumatique, c'est évident. Tu creuses une tranchée, même pas dans ton jardin, mais au milieu d'un immeuble. Tu creuses une tranchée, tu t'y assieds. Voilà. Je ne suis pas là pour me moquer du trouble de stress post-traumatique. C'est très réel du côté ukrainien, du côté russe, chez les anciens combattants d'Afghanistan, d'Irak. Tu cites n'importe quelle guerre, en Amérique, en Allemagne, en Angleterre. La guerre marque l'esprit, non? En rentrant, il est difficile d'oublier ces souvenirs, ce traumatisme persistant. Tu te réveilles en sueur la nuit, entendant les cris d'une femme enceinte mourante. Ça peut être n'importe quoi. Ce chien, une tranchée. Je ne me moque pas, j'illustre juste qu'il va y avoir des centaines de milliers d'hommes comme ça qui vont revenir dans les villes russes. Certains creusent une tranchée, d'autres tuent leurs femmes ou leurs amis, ou boivent jusqu'à en mourir. Cela affectera la société pour des décennies. Ces hommes vivront encore longtemps et ce traumatisme restera, car en Russie, la santé mentale et la psychologie sont presque absentes. En plus, il est exclu d'évoquer ces sentiments, peurs ou traumatismes. Ces hommes vivront ainsi des décennies s'ils rentrent. Ce n'est qu'un exemple. Donc, oui, en Amérique, il y a le Veterans Affairs, il y a des associations d'anciens combattants qui sont là pour les aider mentalement, et les gens en Russie souffrent. Rien de tout ça là-bas. Tu n'as que ta bouteille de vodka. Avec une pelle, tu peux creuser une tranchée près de ton appartement si tu veux. Beaucoup de ces gars se suicident. Oui, si tu souffres de stress post-traumatique, je te présente mes condoléances et j'espère que tu es aidé. Heureusement, tu n'es pas en Russie. Allons à la capitale ukrainienne pour parler de traumatisme. Il y a maintenant des rois ukrainiens. Toi, parfois. Qu'il fasse -15, -20, qu'il n'y ait pas de chauffage ni d'électricité, il y a quand même des appartements. Kiev, Estonie. Et c'est tout petit, ils essaient, non. Donc les parents font tout leur possible pour transformer ça en jeu. Toi, au moins, film tué. La vie est belle, père, regarde, monte là-haut. Et ils construisent un grand char jusqu'à ce que les Américains viennent les sauver. Et le garçon a toujours cru que c'était un jeu. Même lorsque son père a été exécuté, il continuait à jouer. Oh, c'est un jeu, ne t'en fais pas. Ses parents faisaient la même chose pour l'Ukraine, en ce moment. Pour nous, ce sont de tout petits qui apprennent les chiffres en comptant les étages gravis. Déjà fatigué, ce n'est que le 5e. Quel chiffre est-ce? 7? Lequel? 7? Hurrah, regardez-les, ils ont réussi. Ce sont de petits courageux. Ils sont fatigués, veulent dormir, mais doivent en grimper. Une mère ne peut pas porter deux. Regardez-les, ces grands garçons. Oui, ils doivent grimper des choses difficiles, et j'espère que cela deviendra une force dans leur vie et que ça ne les blessera pas sur le long terme. Mais oui, de courageux enfants ukrainiens. Je dois dire que ce froid et cette coupure d'électricité sont dus au fait que la Russie frappe pendant la période la plus froide et la plus sombre de l'année. Ils ciblent l'électricité, les centrales électriques, et les centrales de chauffage, les centrales à charbon aussi, qui produisent à la fois de l'électricité et de la chaleur. Pour cela, l'une des centrales électriques de Kiev, des centrales thermiques, a été inondée parce que la conduite principale a été endommagée, donc il faisait en dessous de zéro et les installations ont été inondées. Ils ont en fait envoyé des plongeurs qui ont travaillé 6 jours avec des équipes sous l'eau pour réparer cette fuite de conduite afin de pouvoir remettre la centrale en marche. Ils faisaient sous zéro, c'est fou. Ils portaient les combinaisons Calypso, mais c'est tout de même brutal. 6 jours en équipe pour réparer ça. Donc oui, ce sont eux les héros méconnus. Certains sont des héros en première ligne, mais ce sont eux les vrais héros, sous l'eau, dans la capitale. Il n'y a que ça. Et c'est juste vers l'Arctique le monde. Ça désinfecte simplement. Depuis près de 4 ans, nous avons prouvé qu'ensemble, nous pouvons changer cette guerre. Nous pouvons aider les Ukrainiens, et vous les avez aidés, vous avez fait des dons, non pas 1 fois, ni 2 fois, mais 8 fois. 8 fois. Je me suis rendu en Ukraine pour remettre les dizaines de camions et les centaines de drones que vous avez achetés pour les unités ukrainiennes.
Ces camions et ces drones ont directement sauvé la vie de soldats ukrainiens. Des soldats ayant survécu et combattu un jour de plus pour leurs foyers et familles. Ici sur YouTube, je n'ai pas pu vous raconter toute l'histoire, la vérité sur ce qui s'est passé pendant que j'étais en Ukraine. D'innombrables fois, nous avons subi les attaques de drones et de missiles russes. À de nombreuses reprises, j'ai ressenti la peur de la mort et me suis promis de ne pas m'arrêter par crainte. Lors de ma dernière mission en Ukraine, ma femme était avec moi. Moi aussi. Nous avons passé notre lune de miel dans une zone de guerre en Ukraine, la meilleure possible. Ici, vous la voyez tirer avec le groupe Alpha du service de protection de l'Ukraine, l'élite des forces spéciales ukrainiennes. Tout cela est écrit pour vous dans mon livre 8 missions en Ukraine. Je vous demande de le lire, d'être témoin de tout ce dont j'ai été témoin, de partager ces expériences. Parce que c'est notre histoire. À travers cette guerre, et elle est étroitement liée à l'histoire du peuple ukrainien. Procurez-le pour vous ou pour un proche soutenant le combat du peuple ukrainien pour la liberté. Unis, nous vaincrons. Gloire à l'Ukraine.